Merci Boris. Bonjour à toutes et à tous. En venant, j'étais en train de me demander à quand remontait ma dernière intervention dans ce cadre-là, que je faisais à l'époque avec ton prédécesseur Philippe Choteau. Et j'étais en train de me dire que le contexte aujourd'hui a quand même pas mal changé. C'est un monde qui évolue, qui n'est pas forcément en voie d'amélioration, peut-être même en voie de dégradation prononcée ou d'aggravation. Et que quand on parle de chaînes de valeur à l'échelle internationale, on pourrait peut-être aussi parler de chaînes de crise, de chaînes de choc, depuis la crise sanitaire, évidemment, la guerre en Ukraine, et maintenant, évidemment, Monsieur Trump, tarifman, et on peut se demander pourquoi autant d'agressivité commerciale. Alors, c'est une figure, Monsieur Trump, qui cristallise pas mal de questionnements, pas mal de craintes aussi sur les répercussions, je pourrais y revenir. Pas mal d'interrogations aussi éventuellement sur sa santé mentale, mais je ne suis pas certain que ça soit vraiment fondé. Il y a des choses qui sont quand même assez sérieuses chez lui et qui le font réagir. Bref, on pourrait aussi dire que de toute façon, ce que M. Trump entreprend en matière de tarifs douaniers, en matière de conflits commerciaux, avec un certain nombre de zones, eh bien, se situe quand même dans la continuité de ses prédécesseurs. On pourrait remonter peut-être jusqu'à Obama, peut-être même avant, pour indiquer que les États-Unis sont extrêmement vigilants et extrêmement inquiets de la montée en puissance d'un certain nombre d'autres nations, et en particulier de la Chine. Et donc aujourd'hui, c'est la concrétisation finalement de ce qu'on ne voyait pas trop à l'époque avec ses prédécesseurs. Alors, on va peut-être faire un état des lieux et essayer de comprendre pourquoi il y a tant d'animosité qui nous provient d'outre-Atlantique. Je pense qu'il faudrait quand même rappeler quelque chose et remonter aux origines de cette agressivité. C'est bien entendu la dégradation ininterrompue de la balance commerciale des États-Unis depuis à peu près les années 80. Il y a beaucoup, beaucoup de travaux chez mes collègues économistes qui essayent de montrer pourquoi les États-Unis ont sombré dans le déficit chronique au point d'arriver en 2024 à 1 213 milliards de dollars de déficit. Si vous cumulez avec le déficit budgétaire et l'endettement, ça vous fait des déficits quand même très importants et qu'il s'agit de financer. Et un des moyens, justement, qu'a trouvé M. Trump pour financer ce déficit commercial en particulier, c'est de faire payer ses concurrents qui ont eu l'audace, l'outrage de concurrencer les produits américains. Alors, il faut faire attention parce que ça, c'est le solde balance des marchandises. On peut rajouter quand même, puisque l'économie américaine est une économie tertiaire, que si on prend les services, où on a un solde excédentaire de 295 milliards, à l'arrivée, vous avez une balance des transactions courantes qui est un peu moins élevée dans le déficit que la seule balance des marchandises. On en est à, c'est déjà pas mal, 917 milliards de dollars de déficit. Et puis à l'opposé, ce qui quand même constitue, indépendamment de l'Union européenne, l'un des sujets de préoccupation aux États-Unis, c'est l'excédent de la balance commerciale chinoise. On est à peu près sur un rythme de presque 1 000 milliards de dollars maintenant. Donc il y a un côté symétrique, même si ce n'est pas le symétrique parfait, puisque l'économie chinoise, c'est à peu près, disons, presque 400-450 milliards, donc pas tout à fait la moitié du déficit américain. Mais il y a eu quand même, depuis le premier mandat de Trump, une certaine agressivité douanière vis-à-vis de Pékin. Donc ça s'est traduit par un certain nombre de mesures tarifaires. Il y a eu des contre-mesures qui ont été adoptées par Pékin, et puis ça recommence depuis que M. Trump est revenu, avec cette fois peut-être une originalité, c'est qu'on se met autour de la table pour essayer de discuter, de trouver un compromis. Hier encore à Londres, il y a eu des avancées pour essayer de désamorcer la décision de Pékin de restreindre ses exportations de produits de métaux rares qui sont indispensables à un certain nombre de secteurs, et en particulier dans la période actuelle de transition énergétique, numérique et écologique. Donc, les droits de douane ont été annoncés très haut
145 avec des mesures de rétention à 125 côté Pékin. Et puis la désescalade s'est engagée avec la première phase de négociation. En Suisse, on est descendu à 30% côté américain et 10%, c'est déjà pas mal, hein, mais c'est quand même beaucoup moins élevé. Et puis là, hier, il y a eu encore quelques avancées entre les États-Unis et la Chine. Quoi qu'il en soit, on peut quand même considérer que aujourd'hui, la Chine est quand même une hyperpuissance commerciale. C'est le premier exportateur mondial de produits manufacturés depuis maintenant un certain nombre d'années. Donc, ils ont évidemment surclassé toutes les autres nations qui figuraient dans cette hiérarchie. Il faut ajouter un point aussi important qui, moi, m'a quand même sauté aux yeux depuis quelques années. C'est la dégradation du déficit commercial agroalimentaire des États-Unis. C'est quelque chose d'assez inattendu et d'assez inédit. Depuis les années 50, on est aux alentours de 32 milliards en 2024. Les projections de l'USDA montrent que d'ici une dizaine d'années, on serait aux alentours de 70-80 milliards. Donc, on peut se poser des questions là aussi sur la fin du food power américain, où ils étaient ultra dominants. Ils auront été surclassés, évidemment, progressivement par un certain nombre de puissances, mais ils conservaient quand même un excédent qui permettait très partiellement de compenser l'énorme déficit que je viens de vous montrer. Et par voie de conséquence, on est donc très loin de la position américaine dans les années 80, juste avant le déclenchement du cycle de l'Uruguay Round au GATT, ou en tout cas ce qui était appelé comme ça avant l'OMC, où les États-Unis, en 1980, c'était 17% des exportations mondiales. Et vous voyez qu'aujourd'hui, en 2023, ils étaient descendus en dessous de 9 et ils sont pas loin maintenant d'être rattrapés par une puissance comme le Brésil. Je ne vous apprends pas grand-chose. Et l'Union européenne, qui a supplanté les États-Unis au détour des années 2010, eh bien, elle-même est en train de stagner. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer, une recomposition de la hiérarchie mondiale des nations exportatrices de produits agricoles et alimentaires. Et on voit bien que les réactions de M. Trump sur les droits de douane, on peut superposer ça à la carte que vous avez à l'écran, c'est-à-dire un voisin canadien au nord, un voisin mexicain au sud. C'est quand même assez paradoxal de voir qu'on s'attaque à des partenaires commerciaux dans le cadre d'un accord qui remonte à loin, qui a été rebaptisé, mais le fameux accord de libre-échange nord-américain. Et puis, vous avez l'Union européenne, évidemment, qui est la cible des attaques douanières de M. Trump, avec, de façon un peu moins prononcée, la Chine sur le plan agroalimentaire, ce qui est assez normal vu le déficit et l'amplitude de ce déficit commercial agroalimentaire de la Chine. Mais sinon, vous avez une partie de l'Amérique latine avec le Brésil et l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Juste pour faire vite, hein, je rappelle les relations bilatérales entre les États-Unis et ses deux voisins nord-américains et l'Union européenne. On est quand même sur des soldes agroalimentaires assez prononcés, qui participent, en tout cas pour le Mexique et pour le Canada, de la dégradation des échanges commerciaux de produits agricoles et alimentaires américains. Et pour les positions européennes, c'est surtout en vin et boissons, comme vous le savez, et en produits laitiers en particulier, que ça se joue. Alors, la conséquence directe de tout ça, c'est une hausse des droits de douane. Il a trouvé un moyen qui est assez ancien, mais de frapper là où ça fait mal, c'est-à-dire, je vais augmenter mes droits de douane. Je précise que les taxes douanières en pourcentage du PIB, c'est 15,4%, c'est-à-dire qu'en 2024, on est revenu aux droits de douane de 1938, alors que 2025, les 3 premiers mois de l'année, le premier trimestre de l'année 2025, alors qu'avant son accession à la Maison-Blanche, on n'était qu'à 2%. Donc, vous voyez, la marge de progression a été terrible. L'ambition de M. Trump, c'est d'accorder évidemment la priorité aux productions nationales, puisque les importations sont considérées comme beaucoup plus chères du fait des droits de douane. Si on ajoute en plus une parité monétaire, eh bien, ça peut inciter le consommateur à consommer plutôt des produits intérieurs, des produits locaux, sauf qu'il faut évidemment que l'appareil de production réponde
de façon à éviter qu'on cherche des substituts à des produits qui ne sont pas là parce qu'ils ne sont pas produits. Donc, par voie de conséquence, c'est l'ambition de diminuer le déficit commercial que je vous ai rappelé tout à l'heure. Et aussi, étant donné l'importance du déficit budgétaire des États-Unis, de faire payer les concurrents. Le droit de douane est souvent perçu comme un inconvénient, comme quelque chose d'injuste, mais c'est aussi une recette budgétaire, il ne faut pas l'oublier, hein. Donc, il y a un certain nombre de pays qui les maintiennent plus ou moins élevés pour avoir ces recettes budgétaires, et M. Trump considère que, comme ils sont déséquilibrés en sa défaveur, eh bien, il a une marge de manœuvre sur ce registre. Une question pourtant surgit derrière cette attitude commerciale et cette attitude douanière. Est-ce que ce n'est pas finalement le chant du cygne de l'économie américaine qui régresse depuis quand même pas mal d'années, qui décline au moins relativement par rapport à des concurrents? Je l'ai montré sur un graphique sur les produits agricoles et alimentaires et sur la Chine qui, évidemment, les ont supplantés, notamment en matière de commerce de produits manufacturés. Alors les conséquences, eh bien, elles ne se sont pas trop fait attendre. D'abord, sur les projections de croissance, elles sont toutes révisées régulièrement à la baisse. Hier encore, la Banque mondiale a rappelé que pour l'année 2025, on serait certainement sur un taux de croissance le plus faible depuis la crise économique et financière de 2008. Donc ça, c'est pas forcément très réconfortant. On est en tout cas pour l'OCDE et le FMI sur un premier trimestre à 0,1%, c'est-à-dire le taux le plus faible depuis la Covid-19. Et ça entraîne évidemment un certain nombre de conséquences sur lesquelles je vais revenir rapidement dans un instant. Et puis l'autre conséquence, c'est que d'après les prévisions de l'Organisation mondiale du commerce, eh bien, le commerce va se contracter en 2025 de 0,2%. Et on voit bien que depuis, en tout cas, la crise économique et financière, avec des fluctuations, mais le commerce mondial a quand même beaucoup de mal à repartir depuis cette époque. Bon. Et on voit bien que les répercussions peuvent être contrastées selon les régions. Certaines vont encaisser les chocs, d'autres moins. Ça risque d'être assez intéressant à suivre. Je n'ai pas le temps ici de rappeler la question des dettes, de la dette mondiale et de la dette d'un certain nombre de régions qui peut évidemment alourdir ces perspectives. Quoi qu'il en soit, en économie, on a retrouvé un bon vieux débat qu'on connaissait, le débat entre protectionnisme contre la croissance. J'ai pas trop souvenir, depuis que le libre-échange s'est un peu généralisé, que la croissance ait été particulièrement élevée, particulièrement forte, comparativement à ce qu'on a connu dans les années 60-70. Une bonne nouvelle quand même, le prix du pétrole est en train de s'effondrer. On est aux alentours de 60-65 $. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les utilisateurs. Ça va alléger certaines factures énergétiques d'un certain nombre de pays. Alors, il y a un certain nombre de facteurs concomitants. La croissance mondiale est insuffisante, je viens de le rappeler, donc ça limite les besoins en énergie, les tensions commerciales dont on parle depuis le début. Et puis la politique de l'OPEP qui, elle, fait le raisonnement inverse. Manifestement, les projections sont plutôt bien orientées et donc ils augmentent la production, ce qui évidemment a comme conséquence un affaiblissement du prix. Je n'oublie pas les sanctions européennes vis-à-vis de Moscou pour sa poursuite de la guerre en Ukraine. Et donc, il y a eu un 18e train de sanctions qui a été adopté là très récemment, qui frappe en particulier le pétrole et les seuils d'importation qu'il ne faudra pas dépasser. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, et je l'indiquais un peu à l'instant, c'est que le climat des affaires s'affaiblit. On voit qu'il y a une multiplication de défaillances d'entreprises qui étaient déjà enclenchées d'ailleurs depuis un peu plus longtemps que depuis l'arrivée de Trump. Et puis, il y a quelque chose de très intéressant sur laquelle beaucoup d'économistes se penchent, c'est l'attitude qu'on a sur des acteurs sur le marché de l'or. Manifestement, c'est désormais une valeur refuge face à toutes ces incertitudes, face à cette anxiété quant à l'avenir économique de la planète et d'un certain nombre de pays. L'once d'or, et encore là, vous voyez que c'est une cotation du mois de mars, mais on est un tout petit peu au-dessus. L'once d'or, 31 grammes, plus de 3 000 $.
c'est quand même assez énorme et vous voyez que la courbe, hein, c'est assez impressionnant et on pourrait même considérer que c'est à partir de la crise économique et financière que l'or est cette relique barbare, comme disait l'économiste britannique Keynes, eh bien, est en train d'être une valeur refuge. Tout le monde la recherche pour se prémunir d'éventuels soucis économiques. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'Union européenne, qui est en train de se débattre entre la guerre en Ukraine, les divisions internes, mais aussi maintenant avec M. Trump. Ça négocie beaucoup. On ne sait pas trop si ça va aboutir. Il faudra attendre le 9 juillet pour avoir un peu l'issue de ces négociations avec les États-Unis. Mais en tout cas, elle se prépare et elle a établi une liste de produits, à peu près 100 milliards d'euros, agricoles et des produits manufacturés. Au cas où ça tournerait mal avec les États-Unis et que ceux-ci maintiendraient finalement les droits de douane prévus initialement, eh bien, elle adopterait des mesures de rétorsion sur ces produits-là pour une valeur à peu près de 100 milliards, avec des droits de douane adaptés. Là où on peut sourire, c'est que la Commission considère que l'attitude de M. Trump viole les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Ça peut faire sourire, puisque effectivement, ça peut être considéré comme une entrave à l'accession au marché des États-Unis, mais vu l'état dans lequel se trouve l'Organisation mondiale du commerce, on peut se demander si Bruxelles dépose une procédure pour différends commerciaux à l'OMC, si ça pourra aboutir, étant donné que l'organe de règlement ne fonctionne plus. Un autre point qui me paraît important, c'est que ces entraves commerciales instaurées par les États-Unis ont eu une répercussion sur l'attitude des pays membres de l'Union européenne vis-à-vis du Mercosur. Certains qui étaient assez opposés et qui avaient rejoint peu ou prou la position française, eh bien, sont en train de s'en éloigner au point qu'on est de plus en plus isolé. Un pays comme l'Autriche, par exemple, qui avait manifesté une certaine hostilité vis-à-vis de l'accord Mercosur, eh bien, est en train de changer sa position, ce qui montre que tous ces pays-là qui doutaient ou qui étaient opposés se disent, puisque le marché des États-Unis va se fermer avec ses droits de douane, eh bien, il faut réfléchir à un accès à un marché comme celui du Mercosur qui permettrait de compenser. Donc, il faut accélérer la ratification et l'application de cet accord Mercosur. Donc, vous voyez que ça fait des vagues. L'aile de papillon de Washington est en train de bouleverser l'économie mondiale. Alors, je pense que, mon cher Boris, tu comprendras, et l'assistance aussi, que ça va être difficile de conclure, puisque de toute façon, tout est en cours. On ne sait pas si l'éléphant Trump va s'arrêter ou pas. Il y en a un qui prétend avoir trouvé le bouton pause sur les droits de douane. On va voir si ça se concrétise. En tout cas, il y a deux choses que je voudrais dire pour conclure. Premièrement, c'est que les entreprises, quelles qu'elles soient, y compris agricoles, doivent maintenant intégrer les risques géopolitiques. Et il y a un certain nombre d'économistes qui ont calculé justement les risques géopolitiques depuis 1900. Alors évidemment, il y a des points aberrants, si je puis dire, avec les deux guerres mondiales, mais on voit bien quand même que depuis le 11 septembre, un petit peu la crise économique et financière, plus la guerre en Ukraine, les risques se multiplient, s'installent durablement, et que les entreprises doivent maintenant s'entourer de gens compétents pour essayer de détecter, d'anticiper et de s'adapter à ces risques géopolitiques. L'autre point que je voulais indiquer, c'est que tous les indicateurs économiques que j'ai présentés assez sommaires, c'est la primauté du court terme. Qu'est-ce qui va se passer sur l'année 2025, éventuellement 2026, mais à plus long terme, sachez que ce qui est en train de se passer maintenant depuis, je pense, la crise économique et financière, je crois qu'il va falloir revenir sur cette crise, et tout s'est enchaîné presque à partir de là, c'est vraiment une nouvelle architecture mondiale qui est en train de s'écrire. C'est-à-dire qu'il y a un affrontement entre l'Occident et la partie non occidentale du monde, et qu'il y a un conflit pour la succession des États-Unis, ce qui n'est pas très très nouveau dans l'histoire, évidemment. Et qu'à partir de là, il y a des jeux d'alliances qui se font ou qui se défont et qui finalement annoncent une nouvelle architecture de l'ordre mondial. C'est très incertain. Comme on dit souvent, l'ancien monde a du mal à mourir et le nouveau a du mal à émerger.
Mais je pense qu'on est vraiment là on peut mettre le doigt sur une crise d'hégémonie, une crise d'hégémonie à la fois économique, y compris agricole. Il suffit de regarder l'attitude de la Russie. Une crise d'hégémonie monétaire, puisqu'il y a des ambitions nourries par la Chine pour essayer d'affaiblir progressivement et durablement le dollar. Des conflits évidemment autour de la technologie et de tout ce qui relève du militaire. Et il y a des ricochets évidemment sur le positionnement et la pérennité de l'Union européenne. Là, ça mériterait aussi toute une journée pour essayer de discuter de l'avenir de l'Union européenne. J'en ai terminé, je vais juste me permettre un peu d'auto-publicité, puisque ce livre vient de paraître en 2 volumes, coordonné par Vincent Châtelier, que tout le monde connaît, Martin Pidou, qui est de l'Institut Agro de Berne, moi-même et Marine Raffray. 2 volumes, 1300 pages, où on couvre à peu près tous les domaines. Ça vient de sortir. Certains y ont contribué, et en particulier Clarisse Bonhomme. Nous avons écrit un chapitre ensemble dans ce livre. Et c'est une bonne transition pour te laisser la parole. Merci beaucoup. Merci pour la transition. Donc, je me présente rapidement, Clarisse Bonhomme. Je travaille sous la responsabilité de Thierry au sein du service études économiques et prospectives de Chambre d'agriculture France. Et je vais vous parler de la conjoncture de plusieurs marchés, céréales, tourteaux, énergie. On va faire un petit panorama dans la continuité de ce qui vient d'être présenté, c'est-à-dire que vous allez voir que certains marchés accusent déjà le coup des guerres tarifaires. Parlez bien dans le micro, Clarisse. Je baisse, parce que je suis plus petite que Thierry, en fait. Et donc, pour chacun des marchés, je vous propose de vous rappeler certains éléments de compréhension de ces marchés avant de vous exposer ce qui s'est passé en 2024 et de regarder sur du plus long terme l'évolution de ces cours avant de se projeter sur les prochains mois. On n'ira pas très, très loin. Alors, commençons par les céréales où, une fois n'est pas coutume, en ce moment, on se préoccupe beaucoup de la demande. Alors, effectivement, on sait tous que les prix sont le reflet de l'offre et de la demande. Et en céréales, quand on s'intéresse à l'offre, on se demande quelle est la céréale la plus produite dans le monde. Et c'est le maïs. Le maïs représente presque 45% des céréales mondiales. Et c'est un marché qui est assez concentré en termes de production, puisque le premier producteur, les États-Unis, représente 1/3 de la production mondiale. Autant vous dire que tout ce qui se passe sur le maïs américain va influencer les cours de toutes les céréales. Deuxième céréale produite dans le monde, le blé. Le blé a une petite particularité, c'est la céréale qui est la plus échangée dans le monde. Alors, on va s'intéresser plus particulièrement aux exportateurs. Et le premier exportateur, c'est la Russie. Donc, tout ce qui se passe sur le blé russe va influencer les cours du blé. Et un dernier point que je voulais mettre en avant, donc la demande, qui est un petit peu plus difficile à prévoir. Sur l'offre, on multiplie des surfaces par des rendements, ce qui n'est pas toujours facile d'ailleurs, parce qu'il faut avoir les bonnes données. Mais la demande, on la déduit de différents indicateurs et on a une vision qui n'est pas à l'instant T. Hein, la demande, c'est en continu. Un petit décalage avec l'offre, on va voir que ça a joué sur les cours de cette année. Alors, du coup, je vous propose de revenir sur ce qui s'est passé un peu plus que ces 12 derniers mois, parce que j'ai voulu montrer ce qui s'était passé en mai dernier avec une belle envolée des cours du blé. Et j'ai pris le marché directeur chez nous, qui est le blé. Donc, évolution des cours du blé depuis mai dernier. Donc, on a eu une belle hausse des cours parce qu'il a gelé en Russie. Voilà, sur à peu près 1 million d'hectares. Mais le temps qu'on arrive à chiffrer les dégâts, ça a permis d'atteindre les plus hauts de la campagne, d'ailleurs autour des 270 € tonnes. Les cours ensuite ont baissé parce qu'on a circonscrit un peu les dégâts, que les récoltes de l'hémisphère nord sont arrivées et que la floraison des maïs américains s'est bien déroulée. En plus, nous, origine française du blé, nous avons été confrontés à une importante concurrence des blés de la mer Noire. Et quand je dis mer Noire, c'est bien sûr Russie, Ukraine, mais aussi Bulgarie, Roumanie. Et du coup, les cours ont baissé pour atteindre les plus bas de la campagne
en septembre. Donc, entre le plus haut et le plus bas, on a à peu près 80 eurotonnes d'écart sur la campagne. Ensuite, petite hausse des cours avec un regain de tension sur la guerre en Ukraine et des bateaux ont été touchés. Donc là, c'est ce qui intéresse les marchés. Dès que les expéditions sont remises en cause, hop, ça fait monter les cours parce qu'on se dit que le blé n'arrivera peut-être pas à destination. En plus, la Russie a remis en place un prix minimum sur ses exportations. C'est un prix plancher tout à fait officieux, mais ça a servi de prix minimum pour tous les exportateurs. Et là, sur la suite de la campagne, les cours ont navigué dans une zone assez étroite. Il y a 20 eurotonnes d'écart entre le plus haut et le plus bas, avant qu'on arrive en fin de campagne et qu'on se dise finalement la demande n'a pas été au rendez-vous. Vous voyez, il a fallu un petit peu de temps pour se rendre compte qu'on avait une demande qui était un peu atone. Bien sûr, le contexte de guerre commerciale a appuyé un petit peu plus sur ce sentiment. Pas de demande, eh bien les cours baissent et continuent de baisser actuellement. En remettant ça sur une perspective de plus long terme, là je vous ai remis un graphique avec blé, orge et maïs. Je ne vais pas m'étendre sur l'écart de prix entre les différentes céréales, juste vous dire qu'en ce moment, ces céréales sont à peu près au même prix. Donc on a un écart assez réduit. Et en tous les cas, on est revenu sur les niveaux de 2021, donc avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. On a effacé cet épisode. Si je représente ces cours d'une autre manière, là, le graphique de droite, c'est la distribution des cours sur la même période de temps, sur 8 ans. Et chaque barre correspond au pourcentage de cours qui sont dans une zone de prix donnée. On se trouve, alors la barre verticale en pointillé, c'est le cours actuel. Alors, on est un petit peu en dessous actuellement, mais on est autour des 200-205 eurotonnes. On est dans une zone médiane de prix. Qui sépare donc les prix les plus élevés des prix les plus faibles. C'est assez typique quand le marché ne sait pas où aller. Finalement, on se met dans la zone de confort, on ne prend pas trop de risques. Et effectivement, pour la prochaine campagne, quand on regarde un petit peu les prévisions, on s'attend à des prix moyens qui seraient à peu près équivalents à ce qu'on vient de connaître. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quelques fluctuations, bien sûr, mais pour l'instant, il n'y a pas d'indicateur pour nous dire qu'on va aller plutôt vers le haut ou plutôt vers le bas. Et on risque d'avoir le même schéma de campagne que ce qu'on a vécu, c'est-à-dire une baisse des cours en première partie de campagne et une remontée ensuite. Alors, quelques éléments à surveiller dans les prochains mois. Bien sûr, comme d'habitude, les fondamentaux de marché, le weather market, puisque la météo joue sur la production des céréales, les guerres commerciales et les issues qui vont être trouvées, la réorganisation éventuelle des échanges entre les pays, la guerre entre la Russie et l'Ukraine et aussi l'accord entre l'Union européenne et l'Ukraine, puisqu'on est revenu sur le traité d'avant-guerre, mais c'est provisoire et on risque de modifier encore un petit peu les choses et ça pourrait modifier les flux de céréales ukrainiennes. Et je reviens sur mon élément, la demande, et notamment la demande chinoise. Je vous ai représenté sur ce graphique l'évolution des importations chinoises de blé et de maïs depuis 10 ans. Vous voyez que jusqu'en 2019-2020, on est resté sur des volumes assez limités. Et d'un coup, sans que personne ne voit rien venir, les importations chinoises ont explosé pour atteindre 40 millions de tonnes. Ça a duré 4 ans. Et de manière tout à fait aussi inattendue, les importations, pendant cette campagne, ont nettement diminué, ce qui explique la baisse des cours à la fin de la campagne. Alors là, l'USDA, puisque j'ai représenté les chiffres de l'USDA, prévoit une augmentation des importations chinoises pour la prochaine campagne, mais en fait, c'est difficile à prévoir, d'autant plus que la Chine a un comportement acheteur assez particulier, parce qu'elle détient, ou elle détiendrait, il faut prendre le conditionnel, 2/3 des stocks mondiaux de maïs et près de la moitié des stocks mondiaux de blé. Donc, même s'il y a un accident de production en Chine, ce n'est pas pour autant qu'ils vont se mettre à acheter. Ils ont de quoi tamponner. Alors, c'est des éléments, le comportement acheteur chinois, je pense qu'on va retrouver ça dans d'autres marchés de produits animaux, qui sont très perturbateurs sur les marchés. Et on voit que ça a encore joué sur les céréales cette année.
passons au marché des tourteaux, un marché qui est caractérisé par une multiplication là, des contraintes qui s'amoncellent. On va en parler. Là aussi, je vous propose de reprendre quelques éléments clés sur le marché des tourteaux. Bon, qui dit tourteau dit forcément graines et huile, puisque la graine est triturée pour obtenir du tourteau et de l'huile. J'aurais même pu ajouter biodiesel, puisque ça fait partie des débouchés importants de l'huile. Et donc, on a ces 3 matières premières qui évoluent, qui sont dépendantes les unes des autres. Et en plus, on a une substitution possible entre les différentes graines, entre les différentes huiles et entre les différents tourteaux. C'est pour ça qu'on appelle ça complexe. Tourteau, forcément, tourteau de soja, puisque c'est 70% de la production et des échanges de tourteaux. Donc, c'est le marché directeur. Et là, on a la chance d'avoir un marché hyper concentré, ce qui simplifie un petit peu la lecture de ce marché, hyper concentré sur l'offre comme sur la demande, puisqu'on a 3 gros pays producteurs, le Brésil, les États-Unis et l'Argentine, et 2 grosses zones d'importation, l'Asie et en particulier la Chine qui achète 60% des graines mondiales de soja, et l'Union européenne. L'Union européenne, c'est quand même le 2e importateur de graines et le 1er importateur de tourteaux de soja. Ceci étant dit, si on regarde ce qui s'est passé sur les 12 derniers mois, on voit que là, on a eu une lente dégradation des cours avec un écart de 140 € tonne entre le plus haut et le plus bas. Le plus haut, c'était il y a 1 an, le plus bas, c'est maintenant. Alors, avec différents événements qui expliquent ceci, en fait, il y avait une hausse des cours liée à la météo au Brésil, important producteur, premier exportateur de soja même, et des retards sur les expéditions. Puis, le soja a fini par arriver, ce qui a fait baisser les cours. Ensuite, on a eu, au mois de septembre, des inquiétudes météo aux États-Unis au moment des récoltes et au Brésil au moment des semis. Et en plus, la demande chinoise est revenue sur le marché, donc petite hausse des cours. Tout s'est rétabli jusqu'au mois de janvier où on a eu des petites inquiétudes sur l'Argentine. Il faisait chaud et sec, mais finalement, la production argentine sera au rendez-vous, donc il n'y a pas de souci. Ce qui fait que l'arrivée des récoltes brésiliennes sur le marché et les guerres commerciales appuient cette baisse des cours, puisque le soja est vraiment au centre de ces guerres commerciales. Rappelez-vous, pour ceux qui l'ont vécu, premier mandat de Donald Trump, du coup, les Chinois avaient quasiment arrêté d'acheter du soja américain pour se tourner vers le Brésil. Donc, 2 gros opérateurs sur ce marché. Et en plus, là, on ajoute l'Union européenne dans le lot pour compliquer un peu les choses. Alors, effectivement, si on regarde l'évolution des cours maintenant sur du plus long terme, alors sur le graphique de... Peut-être... Non, c'est pas ce que je vais faire. Voilà. Sur ce graphique, je vous ai représenté les cours du tourteau de soja et du tourteau de colza, quand même, pour en toucher 2 mots. On voit que les cours du tourteau de soja sont revenus sur le niveau de 2020. On est presque au plus bas depuis 5 ans, ce qui n'est pas mal. Par contre, le tourteau de colza, on voit qu'il y a une certaine stabilisation. Alors, vous allez me dire, tourteau de soja, marché directeur, peut-être pas tout le temps quand même. Si, on a bien un tourteau de soja qui guide les cours de tous les tourteaux, mais les fondamentaux du colza jouent également sur le marché du tourteau de colza. Et cette année, on n'avait pas une très forte production de colza en Europe, donc pas beaucoup de graines, pas beaucoup de tourteaux, des prix élevés par rapport aux tourteaux de soja. En remettant les cours du tourteau de soja, pareil, sur une courbe de distribution des cours, les mêmes cours, on voit qu'on est vraiment sur une zone de prix faible, puisqu'il y a 20% des prix sur les 8 dernières années qui étaient en dessous de la zone actuelle. Sans être expert sur les marchés, on peut se dire que statistiquement, il y a plus de chances que les cours montent qu'ils ne baissent. Et d'ailleurs, je reviens à mes contraintes qui s'accumulent sur ce marché, puisque dans les prochains mois, bien sûr, il faudra suivre l'évolution de l'offre et la demande, mais on a une accumulation de contraintes qui vont se mettre en place, qui
peuvent aussi se compenser les unes les autres. Alors, je vais prendre un scénario possible, sachant qu'il y en a une multitude. C'est peut-être un scénario assez pessimiste, mais bon, partons là-dessus. Si les États-Unis et la Chine n'arrivent pas à s'entendre, la Chine arrêtera, comme elle l'a déjà fait, d'acheter du soja américain et va se tourner vers le Brésil. Si nous, Européens, on n'arrive pas à s'entendre avec les États-Unis, même punition, on va aller voir les Brésiliens pour se fournir en soja, en graines et en tourteaux. Nous, on va ajouter en plus le règlement contre la déforestation importée qui va entrer en vigueur en début d'année prochaine. Donc, contraintes supplémentaires, coûts supplémentaires, surtout pour l'origine brésilienne. Et en plus, on a nos filières non OGM qui rajoutent un petit élément voilà, à toutes ces contraintes. Mais, encore une fois, il y a plusieurs scénarios possibles pour ce marché. Et pour l'instant, les prévisions tablent plutôt sur des cours qui seraient relativement similaires à ceux qu'on a connus pendant cette campagne, des cours moyens. Hein. Là encore, il peut y avoir des grandes variations. Je vous ai mis juste un petit point quand même sur le colza et le tournesol. Bien sûr, il faut suivre ce qui se passe en Russie et en Ukraine, puisqu'on a deux opérateurs importants pour les marchés européens, que ce soit en colza ou en tournesol. Passons maintenant au marché de l'énergie. J'ai intitulé cette partie des impacts différenciés. Vous allez voir qu'en fonction des énergies, on n'a pas les mêmes évolutions. Thierry nous a parlé du pétrole, je ne vais pas y revenir, avec une baisse des cours ces derniers mois qui est liée à la fois à l'augmentation de la production décidée par les pays de l'OPEP et des interrogations sur la demande. Je vous remets juste la courbe de distribution des cours. Donc actuellement, on est autour des 65 $ le baril. La médiane se situe à 74 $. Donc on est dans une zone de prix relativement basse sur les cours du pétrole, sachant que les cours les plus bas, c'était pendant les confinements. Et c'était assez anecdotique quand même. Donc une forte baisse des cours enregistrés de ces 12 derniers mois, ce qui n'est pas forcément la même chose pour les autres sources d'énergie. Alors là, je vous ai représenté les indices des prix d'achat d'énergie pour les agriculteurs. On est en base 100 2020. En rouge, vous avez la courbe des carburants. Donc, on retrouve le fait qu'on est revenu sur les niveaux, là aussi, de 2021, donc avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. Par contre, sur le gaz et l'électricité, on voit qu'on est sur des niveaux qui restent élevés. Le gaz en bleu et l'électricité en vert, voire des cours qui ont augmenté ces 12 derniers mois, contrairement aux autres matières premières qu'on a vues. Je n'ai pas pu résister, j'ai aussi mis la courbe des engrais où on est revenu sur les cours, enfin on était revenu l'an dernier sur les cours d'avant la guerre en Ukraine et on commence à progresser, mais on reste quand même sur des niveaux qui sont similaires à ceux de 2021. Alors en conclusion rapide, on voit qu'il y a quand même une partie des marchés que je vous ai présentés, une grande partie, qui ont nettement baissé cette année. Et on est revenu sur, pour beaucoup de ces marchés, des niveaux qu'on avait connus avant la guerre Ukraine-Russie. On a une incertitude de court et moyen terme qui est amplifiée depuis l'investiture de Donald Trump par ses méthodes un petit peu cow-boy quand même. Mais il ne faut pas oublier des éléments qui sont là depuis longtemps, notamment la demande chinoise ou le comportement des Chinois sur les marchés. Ça ne doit pas occulter en fait cette partie-là. Malgré ces événements, on a des prévisions de prix qui sont assez stables pour la prochaine campagne, en prix moyen encore une fois, hein. Donc il y aura de la volatilité. Et toutes les interrogations qu'on a sur les marchés vont se concentrer beaucoup cet été. Alors sur les marchés agricoles, c'est normal, on a les récoltes de l'hémisphère nord, la floraison des maïs américains, la phase de remplissage des gousses de soja aux États-Unis, importante pour le marché du soja. Mais en plus, on a l'ultimatum fixé par Donald Trump au 9 juillet pour essayer de trouver des arrangements avec les différents partenaires et donc des orientations de marché qui pourraient se préciser à ce moment-là.
Donc, un été qui s'annonce animé. Merci de votre attention.